Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette vidéo. Alors c'est une série de vidéos qu'on va essayer de faire régulièrement, où on va revenir sur une étude scientifique en général récente et qui a trait à la médecine du sport, kinésithérapie du sport ou parfois à la performance sportive. Donc ici on va s'intéresser à une étude qui regarde la modification de la fréquence de pas lors de la course à pied et ce que cela peut entraîner. Donc c'est une revue systématique de Anderson et collègues qui est sortie récemment, qui est en open access et je vous mettrai le lien dans la description. Donc une revue systématique avec méta-analyse qui a été faite par les équipes de l'université de la Trobe à Melbourne en Australie. Donc en fait, cette revue systématique, ils l'ont faite car globalement, il faut savoir que 50% des gens qui pratiquent la course à pied vont se blesser dans l'année. Alors il y avait déjà une revue systématique qui datait de 2012, mais il n'y avait pas de méta-analyse, et en plus elle regardait que les variables biomécaniques. Elle ne s'intéressait pas, contrairement à celle-là, sur le taux de blessure et la performance. Donc dans cette revue systématique, ils ont passé en revue, ils ont fait une première recherche sur les principaux sites de, de bases de données. Ils sont sortis avec 2320 papiers et au final ils en ont retenu 37. Donc ils ont évalué ces 37 études via l'échelle de Dons and Black qui permet d'évaluer les essais cliniques randomisés ou non randomisés. Donc dans ces 37 études, ils ont sorti 17 études de haute qualité, 19 de qualité modérée et une de qualité plus faible. Donc quels étaient les objectifs de leur revue systématique? Eh bien, c'était d'évaluer, donc les objectifs premiers, c'était d'évaluer l'effet du changement de fréquence de pas sur les blessures. Alors quand on entend blessure, eux, ils ont regardé l'effet sur la douleur et la fonction. Ils ont regardé ensuite les effets sur la performance. Par la performance, ils entendent des mesures physiologiques, donc telles que la consommation d'oxygène, ou alors des effets plus subjectifs comme la perception de fatigue, évaluée par l'échelle RPE par exemple. Et ensuite, l'objectif secondaire de la revue systématique et de la méta-analyse était d'évaluer les effets sur la biomécanique de course, que ce soit les paramètres spatio-temporels ou alors les facteurs cinétiques et cinématiques. Nous allons donc passer maintenant en revue les principaux résultats de cette revue systématique. Donc, pour ce qui concerne les blessures, en fait, il y a eu deux études de qualité moyenne, et les deux sont sur le syndrome fémoro-patellaire. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe chez les coureurs à pied qui ont un syndrome fémoro-patellaire quand on augmente leur fréquence de course à pied. Donc, les deux études sont une étude menée par Brad Neal, hein, qui est, j'en profite pour le dire, des formateurs qui intervient dans notre organisme, notamment sur le syndrome fémoro-patellaire, et l'autre revue est de Chris Brama et ses collègues. Donc dans une étude, ils ont augmenté la fréquence de pas de 7,5%, et dans l'autre étude de 10,5%, mais globalement on retrouve les mêmes résultats dans les deux cas. Donc ce qui a été retrouvé chez les coureurs qui avaient un syndrome fémoro-patellaire, le fait d'augmenter leur fréquence de course à pied donnait une amélioration cliniquement significative de la douleur à 3 mois, une amélioration cliniquement significative sur une échelle fonctionnelle à 3 mois, et pareil, les personnes arrivaient à augmenter la distance de leur course à pied sans douleur, c'est-à-dire qu'ils pouvaient courir plus longtemps sans ressentir de douleur à 3 mois. Donc des résultats qui semblent intéressants, mais malgré tout, la qualité de la preuve est limitée du fait qu'il n'y ait que deux études, ce sont des études de moyenne qualité, et effectivement, il y en a que deux, ce qui n'a pas permis de faire de méta-analyse. Les effets sur la performance, bien là on avait 5 études, une de qualité élevée et 4 de qualité modérée. Pour ce qui concerne la RPE, bien, on a des preuves de qualité très limitées que le fait d'augmenter la fréquence de course à pied de 10% augmenterait la RPE. Donc c'est-à-dire que globalement, les patients auraient une perception de difficulté plus importante à augmenter leur fréquence de pas. Par contre, il n'y avait pas de différence démontrée sur le fait de diminuer la fréquence de course à pied.
Sur les mesures physiologiques, il semblerait que le fait de diminuer de 15% la fréquence de pas augmenterait la consommation d'oxygène, et par contre le fait d'augmenter la fréquence de pas n'entraînerait pas de différence sur la consommation d'oxygène. Pour ce qui est du coût métabolique qui a été regardé, là on a des résultats assez variables, avec une augmentation du coût métabolique si on diminue la fréquence de course à pied de 8% ou de 15%. Une augmentation aussi du coût métabolique si on augmente la fréquence de course à pied de 15%. Et par contre, ce qui est retrouvé dans la littérature, c'est que le fait d'augmenter de 8% n'augmente pas le coût métabolique. Voilà ce qui est retrouvé en tout cas dans la littérature. Donc pareil que pour les blessures, les différentes mesures de résultats utilisées dans les études en fait n'ont pas permis de faire de méta-analyse, donc ces résultats sont là aussi à prendre avec des pincettes. On va s'intéresser maintenant aux différents paramètres biomécaniques qui ont été évalués. Donc sur les paramètres spatio-temporels, 9 études ont été ressorties. En fait, il y a des preuves de qualité modérée que le fait d'augmenter la fréquence de pas diminue la longueur de pas. Des preuves de qualité aussi modérée que, à l'inverse, diminuer la fréquence de pas augmenterait la longueur de pas. Enfin, en ce qui concerne le temps de contact, il y a des preuves de qualité modérée que le fait de diminuer la fréquence de pas augmenterait le temps de contact du pied au sol. Et par contre, il n'y avait pas de preuve que le fait d'augmenter cette fois la fréquence de pas diminuerait le temps de contact au sol, contrairement à ce qu'on effectivement pourrait penser en première intuition. Autre paramètre biomécanique observé qui est la force de réaction au sol, la fréquence de mise en contrainte et la force de freinage au moment où le pied touche le sol. Il y en a des preuves de qualité limitées là pour le coup, qu'il n'y ait pas de différence dans la force de réaction au sol lorsqu'on augmente ou diminue la fréquence de pas. Pareil, preuve de qualité limitée, qu'il n'y a pas de différence dans la fréquence dans le taux d'application de la contrainte, et des preuves de qualité limitée, qu'il y ait une augmentation des contraintes des forces de freinage avec une diminution de la fréquence de pas. Ça c'est assez intéressant parce que les études, une étude notamment celle de Napier et de ses collègues, a démontré, en tout cas chez des coureuses pour le coup, que les forces et les contraintes lors du freinage, les forces de freinage sont prédictives de blessures liées à la course à pied. Donc là, c'est des données qui sont relativement intéressantes. Donc maintenant, les résultats plutôt par partie du membre inférieur. Donc là, il y a 19 études qui sont intéressées à ce qui se passait au niveau de la jambe, de la cheville et du pied. Et donc sur les valeurs cinétiques, donc sur les forces qui s'appliquent, on a des preuves de qualité modérée que le fait de diminuer la fréquence de pas augmentait les contraintes au niveau de la cheville. Et par contre, en fait, il n'y avait pas de preuve que le fait, à l'inverse, d'augmenter la fréquence de pas diminuer les contraintes au niveau de la cheville. Pour ce qui concerne la cinématique, on a des preuves de qualité modérée qu'il y a une réduction de l'angle d'attaque du pied. L'angle d'attaque du pied, en fait, c'est ce qui détermine le fait que vous ayez une attaque talon, mi-pied ou avant-pied. D'accord ? Donc, il semble que le fait d'augmenter la fréquence de pas de 10% diminue l'angle d'attaque du pied, et donc il semblerait qu'on passe, par exemple, d'une attaque du pied talon à une attaque plus médio-pied ou avant-pied en augmentant donc la fréquence de pas. Maintenant, si on veut regarder ce qui se passe au niveau du genou, il y a 14 études qui ont regardé cela. Au niveau de la cinétique, on a des preuves de qualité modérée, qui est une diminution du pic, en tout cas du moment d'extension du genou avec l'augmentation de la fréquence de pas.
On a une preuve de qualité modérée, des preuves de qualité modérée qui est une diminution de la contrainte fémoro-patellaire avec une augmentation de 10% pardon, de la fréquence de pas. Et à l'inverse, on a aussi des preuves que une diminution de la fréquence de pas de 10% augmenterait les contraintes qui sont absorbées au niveau du genou. Pour ce qui est des valeurs cinématiques, on a de fortes preuves cette fois que l'augmentation de la fréquence de pas de 10% diminuerait le pic de flexion du genou, donc la flexion maximum du genou lors de la course à pied. Maintenant, 13 études se sont intéressées à ce qui se passe au niveau de la hanche. Pour ce qui est des contraintes, donc de la cinétique, on a des preuves de qualité limitée, que l'augmentation de la fréquence de pas diminuerait les contraintes absorbées par la hanche, et des preuves de qualité, pareil, limitées, que diminuer la fréquence de pas augmenterait les contraintes qui s'appliquent au niveau de la hanche. Pour ce qui est de la cinématique, on a des preuves de qualité modérée, que augmenter la fréquence de pas diminuerait le pic l'adduction maximum de la hanche lors de la phase d'appui. Et pareil, on a des preuves de qualité cette fois limitées, que augmenter la fréquence de pas diminuerait la flexion maximum de la hanche lors de la phase d'appui. Donc globalement, voilà les résultats, rapidement, hein, les résultats qu'on peut retenir de cette étude. Bien sûr, je vous invite à lire la revue vous-même, d'autant qu'elle est en accès libre. Mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de preuves qui nous permettent de dire qu'il y a vraiment un changement de la performance en augmentant ou diminuant la fréquence de pas. En tout cas, les preuves ne sont pas d'assez bonne qualité pour en tirer des conclusions. L'effet sur les blessures, le problème c'est qu'on n'a que 2 études et qui s'intéressent à une pathologie. Donc là aussi, il n'y a pas eu de méta-analyse possible. Donc même si les résultats sont intéressants, c'est difficile d'en tirer des conclusions plus globales et pour d'autres pathologies. Ce qu'on peut retenir par contre, c'est qu'on voit que manipuler la fréquence de pas peut modifier les contraintes qui vont s'appliquer au niveau des différentes articulations, que ce soit au niveau de la cheville, au niveau du genou ou au niveau de la hanche. Et donc c'est à vous de faire votre raisonnement clinique en fonction des pathologies des patients et de voir comment peut-être pendant un certain temps il va être intéressant de modifier la fréquence de pas des patients lors de leur course à pied pour répartir différemment les contraintes et ainsi soulager les zones lésées pendant un certain temps, au moins le temps que les douleurs diminuent. Donc là, mais c'est votre examen clinique qui va vous permettre de déterminer concrètement quel patient peut être susceptible de répondre à ce type de modification et puis ensuite sur la façon de les mettre en place. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve, j'espère, assez prochainement, soit pour des formations ou pour d'autres petites vidéos comme celle-là. Merci, à bientôt, au revoir.